bonjour à toutes. Bonjour. Moi, c'est Céline de la Porterie. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui est en lien avec la vitalité au travail. La société UNZA, donc avec un nom un peu particulier que vous avez à l'écran. Donc la présentation aujourd'hui, ça va être de vous expliquer d'où vient ce nom un peu curieux, justement pour parler de santé et de bien-être en entreprise. Donc au cours de cette présentation, on va faire un petit focus sur les maladies chroniques. Du coup, on va un peu détailler ce que ça comprend. On parlera de nos habitudes de vie et on ira voir des notions comme l'épigénétique, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et puis ensuite, on ira regarder ces habitudes de vie dans leurs détails. Donc, on va parler de sédentarité, d'activité physique, voire d'inactivité physique. On va parler d'habitudes de vie qui sont plus celles qu'on va retrouver en entreprise. Donc, on va parler de posture, on va parler de TMS, donc de troubles musculo-squelettiques. On parlera aussi de fatigue visuelle. Et enfin, d'alimentation et comment on peut gérer notre stress en entreprise. Donc, pour présenter ce que signifie UNZA et pourquoi j'ai fait ce choix de nom d'entreprise, un petit film d'1 minute qu'on va essayer de vous partager. Vous entendez ? Non, regarde, ça diffuse ça. Vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai choisi ce nom de UNZA. Donc les Hunza, c'est un peuple qu'on ne connaît pas beaucoup. On entend davantage parler des habitants de l'île Okinawa. Ce sont des zones au niveau du monde entier qui sont connues pour avoir une forte proportion de centenaires et des gens qui restent en santé jusqu'à des âges avancés. Donc c'était vraiment le petit clin d'œil pour dire leurs habitudes de vie sur ces espaces-là sont telles qu'ils peuvent avoir la santé, la vitalité et que nous, à notre niveau, on peut faire exactement la même chose. Donc en fait, au début, UNZA était essentiellement spécialisée sur l'accompagnement des personnes porteuses de pathologies chroniques. Et je les ai accompagnés avec une petite équipe d'éducateurs en activité physique adaptée, donc des spécialistes pour amener ces personnes à bouger. Les pathologies chroniques, quand on en parle comme ça très souvent et qu'on demande pour vous qu'est-ce qu'une pathologie chronique, ce qui va ressortir, ce sont des pathologies lourdes comme le cancer ou des pathologies comme toutes les maladies neurodégénératives avec du Parkinson et de l'Alzheimer. Et souvent aussi, ce qui ressort, c'est de dire ouais, mais bon, c'est bon, elle va pas nous parler de pathologies chroniques, ça, c'est des trucs qui arrivent dans un âge un petit peu plus avancé. Nous, on est jeunes, on n'est pas concernés. Alors en fait, les pathologies chroniques, elles sont très nombreuses et elles peuvent être plus légères, on va dire. Donc ça va concerner des pathologies comme l'arthrose, des pathologies comme le diabète, l'hypertension, comme des surpoids ou des obésités. Et là, je vous ai cité des pathologies dont on ne sait pas que la personne en souffre. Et surtout, ce sont des pathologies qui arrivent de plus en plus jeunes. Généralement, la majorité des pathologies chroniques voient le jour au-delà des 60 ans, 65 ans. Or, il y en a de plus en plus qui voient le jour beaucoup plus tôt. Donc, en France, ces pathologies chroniques, ça englobe quand même 20 millions de personnes, ça représente 30% de la population.
Et en termes de dépenses, ces personnes sont à l'origine de 67% des dépenses de la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas rien. Au départ, non, on va arrêter sur cette diapo. L'idée d'accompagner les personnes en pathologie chronique, c'était... en fait, une pathologie chronique, déjà, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie depuis plus de 3 mois. C'est ça qu'on appelle pathologie chronique. C'est une maladie dont on va souffrir sur la durée, donc en général pendant des années, et pour lesquelles on va prendre un traitement qui est très souvent à vie. L'idée d'accompagner ces personnes avec de l'activité physique un peu particulière, c'était parce que l'activité physique est mondialement reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse qui marche exceptionnellement bien pour améliorer les effets des maladies, les effets secondaires de ces maladies et accompagner aussi ce qui est lié à la maladie, c'est souvent un état de fatigue, un état d'anxiété, un déconditionnement physique et par l'activité physique, on peut améliorer beaucoup de choses. Donc, c'est reconnu mondialement. On est peut-être en France un des rares pays à ne pas l'avoir énormément développé, mais pour autant, nos dirigeants l'ont reconnu et en 2017, ils ont sorti un décret qui propose aux médecins du sport sur ordonnance. C'est-à-dire que les médecins ont la possibilité de prescrire du sport. Le fait de le prescrire, c'est plus engageant pour la personne parce que ça a été écrit sur une prescription. Et surtout, le fait de les inciter à prescrire cette activité physique, c'est parce que c'est vraiment une thérapeutique à part entière. Et pour certaines pathologies, il leur est demandé que ce soit une prescription de première intention. Alors, des petits chiffres qui font peur en France, je trouve, c'est que quand vous allez chez votre médecin, vous ressortez pour 90% des cas avec une prescription avec des médicaments. Quand vous allez chez votre médecin au Danemark, par exemple, et vous ressortez pour 44% des cas avec une prescription avec des médicaments. Donc, soit on est très, 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 très malade, soit on a un système médical qui a un peu laissé de côté la prévention, et c'est dommage, au profit des médicaments. Donc, les médecins pensent un petit peu plus souvent à prescrire de l'activité physique. Alors, ils vous le recommandent oralement, ils ne l'écrivent pas forcément. À leur décharge, ils n'ont jamais été formés sur ces sujets-là, pas trop non plus sur l'alimentation, donc on ne peut pas leur en vouloir. Je pense que petit à petit, au fur et à mesure, aujourd'hui, les jeunes sont formés sur ces notions-là, donc petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs. Alors, j'en finis là-dessus, c'est que c'est voilà, super, on accompagne les personnes avec des pathologies chroniques, on voit des effets spectaculaires par rapport à leur santé. Mais enfin, ma réflexion était la suivante, c'est super bête d'attendre d'être malade pour activer ce genre de choses. Pourquoi pas sensibiliser en amont et donc venir en entreprise pour sensibiliser sur ses habitudes de vie et faire en sorte de les modifier pour qu'on puisse conserver notre bien-être le plus longtemps possible et quand la pathologie, la maladie voit le bout du nez, qu'on puisse mettre en place ce qu'il faut pour la mettre le plus possible en silence. Du coup, Ah, je suis pas allée trop vite? Non, non, c'est bon. Du coup, comment intégrer ces notions de bien-être dans l'entreprise? Est-ce que ce sont des préoccupations de l'entreprise? Alors, je ne sais pas, vous avez vos propres expériences, peut-être que des choses sont organisées dans vos entreprises sur ces sujets-là. Il faut dire qu'au départ, les entreprises elles étaient super centrées sur la réglementation, c'est-à-dire qu'elles elles ont pris des mesures pour prévenir les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ensuite, elles ont évolué avec un contexte budgétaire super restreint. Quand les personnes commencent à avoir des problématiques de stress, de pathologie, ça entraîne de l'absentéisme. Du coup, c'est un coût pour l'entreprise. Et puis, de façon plus générale, c'est aussi un coût avec l'augmentation des dépenses de santé. Et il y en a qui sont sensibles à cette notion. Donc, ces dernières années, on a quand même eu l'impression qu'il y avait une vraie prise de conscience dans les entreprises
sur les méfaits de nos styles nos façons de travailler. On est assis pendant des heures, on mange avec un lance-pierre, on est soumis à des surcharges de travail, à du stress. Et cette prise de conscience, elle a été encore plus renforcée avec le Covid. Parce que du coup, on a été balancé à faire du télétravail, à devoir s'installer de façon précaire, avec des outils qui n'étaient pas forcément intégrés par tous. Donc, on se met à parler encore plus de tout ce qui est RPS, donc les risques psychosociaux, l'anxiété, le burn-out, la dépression, le stress. On parle de plus en plus des TMS, des troubles musculo-squelettiques, et notamment avec le télétravail, puisqu'on était souvent très mal installés et on a pu développer des douleurs et tout un tas de problématiques liées à ces installations. Donc l'entreprise prend conscience qu'il faut commencer à avancer dans ces sujets-là. Il n'y a pas que l'entreprise qui en prend conscience, il y a aussi nos dirigeants, puisqu'il y a une proposition de loi Sport et Société 2020 qui va avoir le jour en 2021. Peut-être. Oui, en principe, qui devrait être votée pour être appliquée en 2021. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une politique du sport pour tous et de lutter contre la sédentarité et l'absentéisme en proposant la pratique sportive en entreprise. Et donc, ils ont même réfléchi à proposer un label récompensant les entreprises qui seront le plus originales ou le plus avancées dans la mise en place de ces pratiques. Donc aujourd'hui, en entreprise, on entend parler donc de tous ces mots, toutes ces abréviations que je vous ai dit, et tout ça, ça rentre en compte dans la qualité de vie au travail. Oui, hop, 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 hop. Voilà. Alors, ces habitudes de vie, elles sont, nos habitudes de vie sont hyper importantes. C'est-à-dire que nos habitudes de vie, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire chaque être humain respire, mange, bouge, boit, dort, ressent des émotions, consomme des substances ou de l'alcool ou de la cigarette. Enfin bref, voilà, ça, ce sont nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie, c'est aussi l'environnement dans lequel on évolue. On est plutôt à la campagne dans un environnement hyper naturel, plutôt en ville avec un environnement plus pollué, etc. Voilà ce que sont nos habitudes de vie. Et ces habitudes de vie, notre santé, elle en dépend pour 40%. C'est-à-dire que là, on met à mal ce qu'on connaissait jusqu'à présent, à savoir qu'on pensait que l'hérédité faisait tout. Et l'hérédité et les gènes, c'est-à-dire que maman a du diabète, j'aurai du diabète, papa a fait un AVC, j'aurai des risques de faire un AVC. Bon, je vous donne quelques exemples. En fait, nos prédispositions génétiques, elles vont intervenir pour environ 30% dans notre santé, alors que nos comportements, eux, vont intervenir pour 40%. Et donc ça, c'est l'épigénétique qui nous le dit. Alors ça, c'est une science qui a vu le jour depuis les 10-15 dernières années. En termes de connaissances scientifiques, on peut dire que c'est très très jeune. Et l'épigénétique, c'est comment l'environnement influence nos gènes. Alors, il y a tout un tas d'études qui ont été faites, les plus extraordinaires et qui démontrent bien que notre environnement va déterminer comment notre santé va évoluer, c'est qu'ils ont étudié des jumeaux, des copies conformes de jumeaux, donc qui avaient exactement monozygotes, qui avaient exactement le même ADN. Et ces jumeaux, ils ont été étudiés tout au long des années et ils se sont aperçus qu'en fonction de leur lieu de vie, quand ils ne vivaient pas ensemble, alors avec le même ADN, ils pouvaient développer des choses complètement différentes. Donc il y en a certains qui ont développé des maladies, alors que le frère qui habitait dans une autre ville, un autre environnement, n'a pas développé cette maladie. Et en fait, c'est chacun, ses consommations, la façon de manger, la façon de bouger, qui a fait qu'il a développé des maladies alors que son frère jumeau ne les a pas développées. Donc ça, c'est expliqué par l'épigénétique.
Ce qui est très intéressant, c'est que, on peut avoir une action, donc c'est plutôt positif, hein, de se dire qu'on est quand même, maître de 40 de notre santé. Donc si on améliore certaines de nos habitudes de vie, on peut améliorer, notre bien-être général. Donc c'est plutôt bien et pour ça, on peut agir sur 5 éléments qui sont importants. Donc ça, c'est l'épigénétique qui le dit. C'est, sur ce que l'on mange, c'est sur notre activité physique, c'est sur, notre gestion du stress, notre état d'esprit. Est-ce qu'on est positif ou est-ce qu'on est toujours à broyer du noir? Et nos relations, aux autres, nos relations familiales, nos relations, sociales, amicales et le réseau qu'on entretient. Donc, là, on va lister un peu ses habitudes de vie et puis on va dévier un peu sur celles qu'on a développées, au niveau, du travail. C'est vrai, je suis pas douée aujourd'hui. Je vais compter. On va y arriver, hein. C'est juste la souris qui veut pas aller dans le bon sens. Alors à chaque fois, ce que je vais essayer de faire, c'est, pour chacune de ces habitudes de vie, vous parler un peu, de la définition, en fait, ce que ça veut dire pour qu'on parle tous de la même chose. Je vais vous proposer aussi quelques chiffres pour essayer de quantifier, un peu tout ça dans nos vies, des taux moyens au niveau des Français. Pourquoi on parle de sédentarité, en entreprise? Est-ce qu'il existe des recommandations qui ont été faites et quelles sont-elles? Et puis, ensuite, comment on fait en entreprise pour, appliquer tout ça? Donc la sédentarité, Faut que j'avance. ouais, hop, nickel. La sédentarité, en fait, pour faire court, rapide et simple, c'est le temps qu'on va passer assis ou allongé, mais bon, plutôt assis, en dehors du temps de sommeil. Il y a 3 niveaux de sédentarité, donc faible, c'est inférieur à 3 heures par jour, modéré, c'est de 3 à 7 heures par jour et élevé, c'est supérieur à 7 heures par jour. Il faut savoir que, évidemment, il y a une corrélation entre le temps que l'on passe assis et la dégradation de notre état de santé, puisque, la sédentarité est carrément liée à un taux de mortalité, élevé, dans le monde entier. Donc, cette sédentarité, comment on regarde? C'est, comment on se comporte, dans les transports, comment on va tous les matins, au boulot. Une fois qu'on est arrivé au travail, comment, se décompose notre journée? Est-ce qu'on est, plutôt actif, assis, passif, ordi, commercial, voilà. Une fois qu'on rentre à la maison le soir, déjà on rentre à la maison de la même façon qu'on y est arrivé, donc qu'est-ce qu'on utilise comme, moyen de locomotion? Et quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Et puis le week-end ou pendant les vacances, c'est-à-dire pendant nos loisirs, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Alors peut-être que vous avez commencé à vous dire dans votre tête: «Oh attends, fais voir, elle nous a dit faible, modéré, élevé, je suis dans quelle catégorie moi?» Vous avez essayé de faire ce petit calcul? Eh ben, je sais pas comment tu as fait, voilà. Eh ben, la moyenne française se situe à 12 heures. On est en moyenne 12 heures par jour en position assise lors d'une journée de travail. C'est juste fou, un chiffre pareil. Et puis sachez que finalement, quand on est en période de week-end, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur une journée de travail, ce nombre d'heures descend à 9 heures. Donc ça reste encore élevé. Alors moi, j'ai décomposé parce qu'au départ, j'ai dit 12 heures, c'est quand même un peu fort. Non, je vous promets, ça le fait. Parce qu'en général, on compte 4 heures sur le temps de notre journée de travail, 4 heures, 4h30. J'avais le décompte, mais je ne me suis pas pris. Et puis après, il y a 1 heure de trajet, et puis après, il y a les écrans, et puis après, il y a la télé, le film du soir, etc. Et bien finalement, on arrive très facilement, quand on mange, bien sûr, et puis quand on arrive en voiture, et quand on consulte son téléphone parce que on a fini notre journée de travail, on va se détendre devant notre téléphone. Bon voilà, et tout ça s'accumule, on arrive à 12 heures. Bon, quelques chiffres aussi qui font assez froid dans le dos, c'est que 34%, c'est la hausse du taux de mortalité en cas de 10 heures d'inactivité et plus. Donc, c'est pas génial. Alors, Élodie, c'est une moyenne générale à tous les métiers, hein. C'est pas que pour les assistantes. Non. Je pense que les assistantes, c'est même plus, tu vois, parce que 4 heures assises par jour, ça me semble pas beaucoup pour une assistante. Ouais. C'est ça.
Ces chiffres, il faut les corréler avec le fait qu'il y a quand même un adulte sur 2 qui ne pratique aucune activité physique. Et que cette sédentarité, elle favorise en tout 35 maladies chroniques qui sont favorisées par cet état d'atrasie, quoi. Alors la sédentarité, on entend souvent sitting is the new smoking, c'est-à-dire que en traduction, être assis, c'est le nouveau tabagisme, on va dire. Donc cette phrase, elle est utilisée par les anglo-saxons pour nous donner deux informations. La première, c'est que rester assis, ça tue davantage que la cigarette. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, cette phrase, elle est venue là parce qu'il y a 50 ans, quand on a commencé à vraiment fumer, les hommes, les femmes, eh ben, on ne savait pas que c'était mauvais pour la santé. Donc fumer, c'était bien, on communiquait sur la cigarette, on le mettait dans toutes les pubs. Et on a mis très 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 longtemps à avoir un message disant que fumer était mauvais pour la santé. Et l'idée, c'est de ne pas faire la même chose avec la sédentarité. Il faut vraiment communiquer là-dessus pour diffuser cette information partout que c'est très très mauvais pour la santé. Toi, chez Razak, tu peux continuer à fumer. Si elle bouge. Je t'entends pas, ma belle. Tu me diras après. Donc alors, quels sont les méfaits? Bon, on les connaît un peu, mais ils sont assez nombreux, hein. C'est-à-dire que de ne pas se bouger, forcément, nous, on est majoritairement, là, je vois qu'il y a que des femmes, donc on sait que quand on ne bouge pas, ben, on a les jambes qui gonflent parce qu'on n'a pas une bonne circulation. Pour peu qu'on les croise en plus pendant le temps de travail, ben, c'est encore plus grave. Donc il va y avoir des problèmes de vaisseaux, mais ces vaisseaux, ils ne sont pas uniquement au niveau de nos jambes, ils vont être aussi au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise oxygénation au niveau du cerveau qui fait qu'on n'a pas un fonctionnement optimum. Au niveau du cœur, c'est la même chose, c'est les articulations, le système digestif, le diaphragme qui n'est pas mis dans cette diapo, mais forcément en fonction de la position qu'on va avoir devant son écran, on est recroquevillé et on ne peut pas bien respirer, le diaphragme et toutes les parties digestion sont mises à mal, etc. Bon, là, ce qui est intéressant sur la diapo aussi, c'est de voir la hausse de la mortalité en fonction du temps que l'on passe assis. C'est intéressant, mais ça fait plus peur qu'autre chose, je trouve. Alors, comment compenser cette sédentarité? Eh ben, c'est par l'activité physique. Alors, il ne faut pas croire que si on dit, moi c'est bon, hein, je pratique une activité physique. D'ailleurs, c'est ce que je me disais au départ quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. J'ai rempli un questionnaire qui est très rapide que je pourrais vous envoyer si vous êtes intéressé, où vous répondez à quelques questions pour savoir votre niveau de sédentarité. Oh, moi j'ai dit, c'est bon, hein, je fais du sport dans la semaine et tout, ça va être haut la main. Ah, j'ai déchanté parce que j'étais à 2 points d'être dans la plus mauvaise partie là, des personnes sédentaires. Et ben en fait, j'avais juste pas du tout intégré que oui, c'est bien, hein, je fais un peu de tennis, un peu de pilates, un peu de machin, mais je reste tellement longtemps assise dans la journée que finalement, c'est pas suffisant pour compenser. Donc, certes, mieux que rien, il faut avoir une activité physique. Une activité physique, je vous ai mis ces grosses croix sur le côté, contrairement à ce qu'en général on me rétorque, c'est pas du sport. Ça ne veut pas dire qu'on va transpirer, que ça va être hyper intense, qu'on va faire de la compétition, que ça va être hyper technique, qu'on va devoir aller dans un club. Non. L'activité physique, c'est se bouger au quotidien, tout le temps. Et l'activité physique, on en fait sans le savoir. Déjà, on a des activités physiques de déplacement, donc surtout quand on prend un vélo ou quand on se déplace à pied. Donc ça, c'est une activité physique. On peut avoir une activité physique professionnelle. Alors celle-là, elle est à mettre entre parenthèses parce qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour notre santé, mais bon, vous n'êtes pas concerné, donc on va laisser ça de côté. On peut avoir une activité physique domestique, c'est-à-dire qu'on va être hyperactif derrière notre aspirateur, à faire notre ménage, ou encore à faire du bricolage. C'est considéré comme une activité physique. Et on peut avoir une activité physique de loisir. Et là, pour le coup, on va y intégrer le sport.
mais aussi on va y intégrer la marche, le vélo, des jeux multiples qui vont nous faire nous bouger. Les recommandations par rapport à cette activité physique, elles proviennent de l'OMS. Et alors là, je vous présente le truc, c'est le minimum du minimum du minimum. C'est-à-dire que vraiment, il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour, donc tout ce que je vous ai présenté avant, hein, comme vous voulez. Mais c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que c'est pas suffisant en fait. Donc c'est soit 30 minutes par jour, soit 2h30 sur la semaine, et j'insiste beaucoup sur les enfants et les adolescents. Eux, c'est vraiment le minimum du minimum, c'est 1 heure par jour, il faut qu'ils soient très actifs, et la problématique de sédentarité avec les enfants, elle a juste explosé, c'est-à-dire que nos enfants ne bougent plus, nos enfants sont vissés sur leurs écrans, et nos enfants ont régressé en termes de capacité physique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout coordonnés, ils ont perdu en cardio-respiratoire, courir, ça leur demande beaucoup trop d'efforts. Et là, pour le coup, c'est vraiment la sonnette d'alarme qui a été tirée en disant que les enfants, il faut absolument qu'ils bougent. Donc, les recommandations de l'OMS, c'est bouger et absolument diminuer le temps assis. Et tout ça va vous permettre de baisser de 20 à 30% les risques de mortalité, les risques de maladies cardiaques, les risques d'hypertension artérielle, d'AVC, de diabète et de cancer. J'ai mis ce petit pavé là pour indiquer que inactivité physique et sédentarité, c'était pas la même chose. Alors, la sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis. L'inactivité physique, c'est le fait de ne pas répondre aux recommandations de l'OMS. Donc c'est pas l'inverse, la sédentarité, c'est pas l'inverse de l'activité physique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être sédentaire et physiquement actif. Un gars qui prépare un marathon et qui court 2-3 heures tous les soirs, il peut être effectivement actif et pour autant passer plus de 12 heures assis sur sa journée. Donc il peut être les deux, sédentaire et physiquement actif. Alors en entreprise, eh ben, comment faire? C'est ce que je disais jusqu'à présent, c'est qu'il faut allier les deux. C'est-à-dire qu'il faut réduire le temps total quotidien que vous allez passer assise et il faut rompre les périodes prolongées passées en position assise. Alors, derrière, je pense avoir un petit temps, je vais y aller. Donc en fait, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, la première, si vous arrivez en voiture le matin, hein, si votre activité physique de mobilité n'est pas suffisant, garez-vous un peu plus loin. Comme ça, vous avez peut-être 10 minutes, un quart d'heure de marche en vous garant plus loin pour arriver jusqu'à votre entreprise. Aller-retour, vous avez atteint votre minimum syndical. Vous pouvez, non, c'est pas que vous pouvez, c'est que il est hyper recommandé de vous lever. Alors, idéalement, c'est de vous lever toutes les heures. Toutes les heures, c'est peut-être un peu trop proche, mais par contre, absolument toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, il faut vous lever, il faut aller marcher dans le couloir, il faut aller chercher un verre d'eau, il faut aller faire un tour aux toilettes, il faut aller peut-être chercher vos impressions. Et quand j'interviens en entreprise, c'est à chaque fois que je recommande aux dirigeants ou aux RH qui me reçoivent, c'est que c'est à l'entreprise aussi de proposer un environnement de travail qui favorise la non-sédentarité. C'est-à-dire que moi, dans mon ancienne entreprise, ça ne m'a pas plu du tout qu'on enlève l'imprimante que j'avais juste derrière et qu'on me la mette au bout du couloir. Je n'ai pas du tout aimé. Mais si on me l'avait présenté sous l'ordre, déjà financièrement, voilà, il diminue le nombre d'entreprises, mais en plus, dans le cadre de la sédentarité, voilà, il y avait un message, j'aurais peut-être allé moins fort. Donc, ce qui est important pour l'employeur, c'est de favoriser ces déplacements. Donc, c'est l'imprimante, c'est la bonbonne à eau. Favoriser, casser la sédentarité aussi, c'est de proposer des réunions debout. Ça marche hyper bien. Une réunion debout, c'est hyper efficace parce que ça prend moins de temps, on est vachement plus concentré, les décisions sont prises rapidement et puis voilà, on est resté une demi-heure debout et c'est parfait, ça convient à tout le monde. Ce qui peut être proposé aussi, c'est d'alterner la position assise et debout. De faire bureau maintenant.
Il y a des super bureaux, donc là, vous voyez des exemples de bureaux qui se lèvent, donc ça, c'est super. Vous pouvez travailler assise ou travailler debout, ou travailler à moitié d'ailleurs, hein, sur un siège un peu haut. Bon, après, il y a du gadget où vous avez un tapis roulant sous le bureau, gadget auquel il faut se faire, parce que je pense que c'est un peu casse-gueule au départ. Concentration. Taper le courrier et marcher en même temps. Vous avez la possibilité de vous lever quand vous passez un appel téléphonique. Alors, je ne sais pas dans quel environnement de travail vous êtes, mais peut-être que certaines d'entre vous auraient cette possibilité-là. Vous pouvez aussi aller marcher sur votre pause déjeuner et prendre peut-être 10-15 minutes pour aller vous aérer. Alors, c'est super bien d'aller prendre l'air à l'extérieur, hein, c'est 10 fois mieux. Alors, évidemment, vous le savez, hein, on ne prend pas les ascenseurs, on prend les escaliers. Et une des recommandations à l'employeur, c'est que les escaliers soient plus visibles que l'ascenseur. Alors, c'est quand même un truc extraordinaire. La dernière fois que j'ai été dans une entreprise, je me suis fait une double foulure de la cheville, une double entorse. Donc, il me fallait l'ascenseur. Ben, je ne l'ai pas trouvé. C'était la première fois. J'ai trouvé que les escaliers. Donc, je les ai félicités parce que les escaliers, ben, ils étaient au milieu. Ils étaient super bien éclairés. Et on avait envie d'aller dans les escaliers. Dans certaines entreprises, il faut y aller à la frontale. Il n'y a pas de lumière, on ne sait pas où est la lumière. Enfin bon. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez recommander à vos dirigeants s'ils veulent favoriser, enfin, casser la sédentarité. Le siège ballon aussi, qui est très efficace. Voilà. Alors, là, c'est un ballon simple, mais il existe maintenant le siège ballon à roulette. Ah bon? Ouais, c'est posé sur une roulette, en arrière, et en fait, du coup, tu es super en stabilité. Tu dois toujours être gainé, mais c'est un vrai siège, pas que un ballon. Donc, le Swiss ball ou le Swiss ball à roulette. Mais ne vous cassez pas la figure, s'il vous plaît. C'est très bien aussi. Il ne faut pas y rester toute une journée. Il faut y rester maximum 1 heure, on va dire. Et ça va faire travailler vos muscles profonds. Donc c'est très intéressant. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que vous pouvez faire pour casser votre sédentarité? Après, vous avez des exercices physiques, mais généralement, ça passe pas bien dans votre bureau quand vous vous levez pour faire des pompes. Alors, non, parce que effectivement, c'était le dernier point que je n'avais pas donné. Il y a des exercices physiques, mais qui sont des étirements. En fait, on va le voir après, on peut faire des étirements en restant assis sur sa chaise, on peut faire un étirement en faisant comme ça. Bon, tout dépend dans quel... ça peut être discret, plus ou moins discret, je sais pas. C'est pour l'open space que ça peut être génial. Ouais.